Bonjour à tous et bienvenue sur ce 59e épisode d'Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, on va s'écarter un peu de mon domaine habituel puisque je vais vous parler de Formule 1. Je vais vous parler plus précisément des Alfa Romeo Alfetta. Pour le contexte, il faut se resituer en 1937 en Italie dans un climat politique très tendu qui a d'ailleurs causé le rapatriement de la Scuderia Ferrari chez Alfa Romeo à Milan et même sa fusion avec Alfa Corse. Enzo Ferrari vient donc de perdre son indépendance et travaille pour Alfa Romeo sur la production des prochaines Formule 1. Les ingénieurs Gioacchino Colombo et Alberto Massimino vont travailler sur le design, le châssis, le moteur et l'aérodynamique de la nouvelle Formule 1. C'est en 1938, alors qu'Enzo Ferrari vient de quitter le navire Alfa Romeo à cause des tensions politiques qui ne font qu'augmenter, qu'Alfa Romeo présente la 158. Son nom vient directement de sa motorisation, 150 pour 1,5 litres et 8 pour 8 cylindres. Le moteur fournit 180 chevaux et le design est assez particulier. Très vite, elle se verra surnommée Alfetta à cause des dimensions réduites de cette voiture. Elle est testée une première fois le 5 mai 1938 sur le circuit de Monza. Mais sa première vraie course, ça sera la Coupe Ciano de Livourne où elle remportera la première et la seconde place, ce qui est pas mal pour une première course. En 1939, la voiture évolue légèrement, notamment le moteur développera désormais 225 chevaux et elle va gagner à nouveau la Coupe Ciano en plus de la Coupe Acerbo des Pescara. Malheureusement, en 1939, au vu du climat politique de guerre imminente, bien sûr, Alfa Romeo ne peut pas courir à l'étranger. Puis de 1940 jusqu'à la fin de la guerre, la plupart des courses sont annulées. En bref, il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la 158 débute vraiment sa carrière. À la sortie de la guerre, la FIA annonce que les courses reprendront en 1946. Alors Alfa Romeo prépare et retravaille la 158. La puissance passera alors à 254 chevaux pour un poids de seulement 630 kg. C'est monumental à l'époque. Elle remporte le premier GP des Nations de Genève. Enfin, remporte. Plus précisément, elle extermine toute concurrence en marquant un triplé. Voilà. Elle devient par la même occasion, durant cette course, la première F1 de l'histoire à s'approprier la victoire, la pole position et le record en course. La pole position, alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des essais chronométrés qui se passent avant la course et qui permettent de voir quelle est la voiture qui tourne le plus vite sur le circuit. Celui qui aura le meilleur temps partira en pole position, c'est-à-dire en première place sur la grille. Parce qu'une grille de F1, si vous avez jamais vu, c'est en décalé. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Et donc, voilà, la pole position, c'est partir en premier. Ensuite, les 158 réaliseront un doublé au GP de Valentino à Turin, puis dans la foulée, un triplé au 7e circuit de Milan. En 1947, la 158 évolue encore et la puissance passe à 275 chevaux. Elle va commencer la saison avec un triplé au 7e GP de Suisse, suivi d'un autre triplé au GP de Belgique, puis d'un doublé au GP de Bari, puis d'un quadruplé au GP d'Italie. Bref, vous avez compris, elles sont totalement imbattables. Mais visiblement, ça ne suffisait pas à Alfa Romeo, puisqu'en 1948, la puissance grimpe encore et atteint les 315 chevaux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce qu'aujourd'hui, 315 chevaux, alors c'est déjà pas mal, c'est quand même déjà, on est sur de la bonne voiture, 315 chevaux. Mais c'est pas monstrueux. À l'époque, c'était du délire, 315 chevaux. C'était un délire.
Et cette année-là, le succès est également au rendez-vous. Hein. Doublé au 8e GP de Suisse, triplé au 35e GP de France, remporte le 18e GP d'Italie, quadruplé au 1er GP de Monza. Bon, ça va quoi, ça va. Par contre, la saison 1949, c'est une autre histoire. En fait, la saison 1949, c'est une descente aux enfers pour Alfa Romeo. Ouais. Lors des essais, pour le GP de Buenos Aires, le pilote Jean-Pierre Ouimil, qui était donc le grand espoir d'Alfa Romeo, un jeune pilote qui se débrouillait très très bien, qui devait voir sa carrière s'envoler, c'était écrit, c'était sûr. Voilà. Il va se tuer dans un accident. Voilà. Et donc ça va mettre un coup au moral à tout le monde, et puis peu de temps après, c'est Carlo Felice Rossi, le directeur d'Alfa Corse, qui va décéder d'une maladie incurable. Et donc Alfa Romeo va tout simplement décider de ne pas courir cette année-là. Voilà, ça règle le problème. Voilà. En 1950, par contre, ils reviennent plus forts que jamais, avec un moteur boosté à 350 chevaux et un nouveau pilote, un certain dénommé Juan Manuel Fangio. En 1950, il y a aussi une grosse nouveauté, l'apparition du championnat du monde de Formule 1. Et Alfa Romeo va tout simplement remporter 6 des 7 Grands Prix du championnat du monde, devenant ainsi la première marque championne du monde de Formule 1 de l'histoire. Pas mal. Au-delà du championnat du monde de Formule 1, cette année-là, 16 GP ont lieu en dehors du championnat, et Alfa Romeo va en remporter 5. Ce qui est quand même très correct, sachant que c'était pas leur priorité, parce que leur priorité c'était le championnat du monde, du coup. Donc, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en réalité, j'ai un peu arrangé à ma sauce le dernier Grand Prix de cette saison. Il va pas être remporté par une Alfa Romeo 158, mais par la toute nouvelle Alfa Romeo 159. L'Alfa Romeo 159 est considérée comme un nouveau modèle puisqu'elle va changer de moteur. Mais en fait, esthétiquement, même le châssis, tout ça, il n'y a quasiment rien qu'à changer. C'est vraiment le moteur qui va changer puisqu'elle embarque un V8 tout nouveau qui développe 425 chevaux. Ça, c'était la puissance que développait le V8 au moment où la 159 a gagné le dernier GP du championnat du monde de Formule 1, octroyant le titre à Alfa Romeo. Mais en réalité, en 51, il a été augmenté à 450 chevaux. Ça s'arrête jamais, hein. Alfa Romeo ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, cette année-là, ils ont eu plutôt raison d'augmenter la puissance. Parce qu'Alfa Romeo va remporter que 3 des courses du GP du championnat du monde. Les 3 premières, le GP de Suisse, le GP de Belgique et le GP de France. Mais il y a un nouveau concurrent qui va rafler le reste des courses et qui va remporter accessoirement le titre de champion du monde. Et c'est bien évidemment Ferrari. La 159 s'en sortira quand même avec un lot de consolation en remportant le meilleur temps au tour dans chaque course. Et hors championnat, la 159 s'offrira quand même quelques victoires en GP. Les Alfa Romeo sont connus de par leur palmarès, évidemment. Vous l'avez bien vu, je vous ai parlé d'un palmarès long comme le bras. Ouais, elles ont dominé le monde de la course, grosso modo, de 1935 jusqu'à 1950. Donc quand même 15 ans de domination, c'est pas mal. Bon, après on a eu la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, dans ce lot-là, mais on peut dire qu'il y a eu au moins 10 ans vraiment de course où ils gagnaient, quoi. Ils gagnaient tout. Donc bon, évidemment, ça joue. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des raisons bien plus poussées au fait que ces Alfa Romeo sont aussi idolâtrés.
Premièrement, Alfa Romeo a dominé le monde de la course pendant des dizaines d'années, des dizaines et dizaines d'années, notamment avec la période Enzo Ferrari, lorsque Enzo Ferrari avait la Scuderia Ferrari qui travaillait pour Alfa Romeo. Et cette période-là, elle a été très florissante pour Alfa Romeo. Et la 159, c'est la dernière Alfa Romeo qui a été engagée en Formule 1. Jusqu'à assez récemment, bien sûr, où Alfa Romeo est revenu en Formule 1. Je crois que la première fois où ils ont refait des trucs en Formule 1, c'était dans les années 70, mais ils étaient juste motoristes. Là, ils sont vraiment revenus en Formule 1. J'ai plus l'année en tête, mais de toute façon, on s'en fiche un peu. Juste, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, après cet Alfa Romeo, ils se sont arrêtés pendant très longtemps. Et donc, du coup, entre guillemets, l'âge d'or d'Alfa Romeo en Formule 1 s'est arrêté avec la 159 et la 158, les deux, les Alfetta. Voilà. Mais il n'y a toujours pas que ça. Les Alfetta, c'est aussi notamment les premières voitures avec lesquelles Juan Manuel Fangio a piloté en Formule 1. Et Juan Manuel Fangio, par la suite, ça va devenir un des plus grands pilotes de Formule 1 de tous les temps. Donc forcément, ça joue. C'est comme si c'était la première voiture de Schumacher. Ah ouais, la première voiture sur laquelle a couru Schumacher en Formule 1, je suis sûr qu'elle vaut un beau billet. Ou la première avec laquelle il a remporté un Grand Prix. D'ailleurs, au-delà d'être la première qu'a piloté Juan Manuel Fangio, c'est la première avec laquelle il va remporter un championnat du monde. Quand même. Bon, vous connaissez la chanson, on va parler cote, mais ça va être très vite réglé. J'en ai pas, voilà. Oui. J'ai jamais trouvé de vente de 258 ou de 159. J'ai cherché un peu, mais bon, de toute façon, j'ai assez vite abandonné, on va pas se mentir, parce que je m'en doutais qu'il n'y en aurait pas. J'ai quand même cherché, j'ai pas trouvé, voilà. Et c'est pas comme d'habitude avec des voitures que je connais bien mieux, ou je connais mieux le marché. Je peux vous dire, je pense que par rapport au prix de cette voiture, du coup, je placerai celle-là dans cette gamme de prix. Non, je peux pas. En Formule 1, franchement, je me risquerai pas à vous donner mon avis, parce que j'estime que je connais pas assez. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. C'était une proposition d'un abonné. Tu peux aussi me proposer n'importe quoi, une voiture. Tu peux aussi me proposer, parce que j'ai pas uniquement histoire de bagnole, je fais aussi par exemple les visionnaires et bagnoles, etc. Donc tu peux aussi me proposer un autre sujet, quelque chose dont tu voudrais que je parle, et puis peut-être que je le ferai. Voilà. Salut!